Dans notre cinquième cours, nous allons parler d'une des sources très importantes de l'enrichissement du vocabulaire, c'est les emprunts. Outre les sources internes, telles que l'évolution sémantique et la formation des mots et de leurs équivalents, le français possède une source externe de l'enrichissement du vocabulaire, c'est l'emprunt aux autres langues, aux langues étrangères. Dès les plus anciens textes, on peut constater l'existence en français de mots empruntés. L'emprunt se fait à un idiome foncièrement différent de la langue emprunteuse. En ce sens, il est faux de parler d'emprunt fait par le français à l'argot ou à des terminologies diverses, car l'argot et les terminologies sont des rejetons du français commun. Il est difficile, pour la même raison, de qualifier de véritables emprunts les mots dialectaux qui ont pénétré dans le vocabulaire commun, les dialectes étant aussi des variétés de la langue française nationale. Donc, nous appellerons emprunt uniquement les mots et les éléments de mots pris par le français à des langues étrangères ainsi qu'aux langues des minorités nationales, basques, bretons, flamands, habitant le territoire de la France. Le développement des techniques modernes, souvent d'invention étrangère, l'augmentation des échanges humains et matériels, etc., favorise l'introduction de plus en plus fréquente des termes étrangers dans le lexique de la langue française, surtout dans les domaines où le français ne possède pas de formes appropriées pour désigner d'une façon économique et efficace les nouvelles réalités qui se manifestent. L'emprunt consiste à faire apparaître dans un système linguistique un mot provenant d'une autre langue. L'emprunt, contrairement aux autres processus de formation des mots étudiés plus haut, ce sont la dérivation, la composition, l'abréviation et la signaison, présente la particularité de faire surgir des unités nouvelles sans recourir à des éléments lexicaux préexistants dans la langue. En effet, les mots d'emprunt s'intègrent dans la langue comme des éléments isolés. Ils ne sont pas du tout motivés. Dans le monde moderne, la plupart des emprunts semblent parvenir aux usagers de la langue par la presse et les livres, et plus encore par la radiodiffusion et la télévision. Le terme emprunt a toutes excusez-moi s'il vous plaît, le terme emprunté a toutes les chances de s'introduire dans l'usage de l'ensemble des locuteurs. S'il est considéré comme utile, si le statut socio-culturel de la langue source par rapport à la langue cible est réputé être prestigieux, etc. Progressivement, il prend sa place dans la structure de la langue et se met à avoir des relations avec les unités préalablement existantes. L'étude des emprunts révèle nettement le lien existant entre la langue et l'histoire du peuple qui en est le créateur. Au cours de son histoire, le français a emprunté à toutes les langues avec lesquelles il a été en contact. Le nombre des emprunts fait à chacune d'elles dépend évidemment de l'importance et de la durée de ces contacts. Chaque période du développement du français est caractérisée par le nombre et la qualité des mots empruntés, ce qui découle des conditions historiques concrètes, du caractère des relations entre le peuple français et les autres peuples. Parfois l'emprunt est dicté par la mode ou par un snobisme ridicule, mais en règle générale, c'est la langue d'un peuple qui, à une époque donnée, a acquis un grand prestige dans l'arène mondiale, une influence économique et culturelle prépondérante qui devient une féconde source d'emprunt.
L'emprunt est surtout facilité lorsque la langue qui puise et celle qui sert de source appartiennent à la même famille et surtout à la même branche. Dans le monde moderne, la plupart des emprunts semblent parvenir aux usagers de la langue par la presse et des livres. Au cours de son histoire, le français a emprunté à toutes les langues avec lesquelles il a été en contact. Le lexique du français contemporain contient aussi beaucoup de mots d'origine italienne, anglaise, espagnole, arabe, néerlandaise, allemande, portugaise, etc. Certains emprunts ont été faits il y a très longtemps. La liste la plus importante des emprunts contractés par le français est celle, bien sûr, des emprunts au latin. La symbiose du latin et du français a parfois été complétée par l'intervention du grec. C'est surtout au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance, de la culture et de l'art antique, que l'influence latine et grecque s'est fait sentir. C'est le prestige de l'Italie au XVIe siècle et des USA au XXe siècle qui explique la supériorité quantitative des emprunts à l'italien et à l'anglais. La situation de l'anglais est différente. Les mots empruntés à l'anglais sont nombreux grâce au prestige de la civilisation anglo-américaine. Ces mots pénètrent dans plusieurs secteurs de la langue: commerce, spectacle, sport, cinéma. Pour des raisons principalement économiques et politiques, les autres langues offrent un apport beaucoup moins massif à la langue française. Les chercheurs font souvent la différence entre les emprunts nécessaires et les emprunts dits superflus. On peut dire que les emprunts nécessaires sont des termes qui s'imposent. C'est souvent la réalité importée qui apporte avec elle sa dénomination propre: pick-up, trekking. À côté des emprunts qui se sont imposés, il y a des termes étrangers qui ne sont pas nécessaires. C'est le cas par exemple de football, de living room, de jogging, de footing. Dans ce cas, on parle d'emprunts superflus. Il existe encore des emprunts de sens. Cela se produit quand il s'agit de mots étrangers dont la forme écrite est identique ou semblable à celle du terme français correspondant. Par exemple, le verbe réaliser, qui est utilisé surtout dans le sens de concrétiser, accomplir, effectuer. Ce verbe a commencé à être employé aussi dans l'acception que les Anglais ont donnée à to realize, c'est-à-dire constater la réalité de quelque chose. Maintenant, on va parler des emprunts aux langues classiques. La liste la plus importante des emprunts contractés pendant des siècles par le français est, comme nous avons déjà dit, sans aucun doute, celle des emprunts au latin, qui constituent à eux seuls la plus grande partie du vocabulaire savant de la langue française. Ils ont été adoptés dès les temps les plus anciens et n'ont jamais cessé d'être introduits au fur et à mesure des besoins. L'emprunt à la langue latine a commencé à l'époque de la formation du français en tant que langue nationale et continue jusqu'à nos jours. On relève des mots empruntés au latin au cours du Moyen Âge. Ce sont par exemple des mots comme avarice, charité, méditation, nature, passion, patience, vérité, fraternité, culpabilité. Généralement, les emprunts au latin pénètrent dans la langue française par les œuvres des classiques latins traduites en français. Encore de nos jours, le latin sert au français de source d'enrichissement. Le lexique spécial, la terminologie technique et scientifique puisent des mots nouveaux dans la langue latine. Par exemple, termes de chimie, uranium, sélénium, termes de médecine, virus,
serum, termes de jurisprudence, persona grata, desiderata, etc. La symbiose du latin et du français a parfois été complétée, comme nous avons déjà remarqué, par l'intervention du grec. Le français connaît un nombre assez considérable d'emprunts faits directement au grec. La plupart de ces mots sont des termes spéciaux. Au XVIe siècle, le français emprunte des mots tels que enthousiaste, philanthrope, mélodie, amphibie, bibliophile, archipel, hygiène, larynx, symptôme, cosmographie, agronome, oligarchie. Les deux langues de l'Antiquité ont considérablement influencé le vocabulaire du français. Par tradition, on appelle savants les mots et les éléments empruntés aux langues anciennes, le latin et le grec, c'est-à-dire par opposition à ceux qui sont venus par la voie populaire, c'est-à-dire directement du latin populaire. Ce terme est tout conventionnel dans le français moderne, puisque plusieurs emprunts aux langues mortes sortent des limites de la langue savante. Des terminologies spéciales. On les emploie largement dans la langue commune. Tels sont les anciens emprunts agricoles, satisfaire, de même que des créations plus récentes. Le latin, langue mère des langues romanes, a de tout temps exercé une grande influence sur la langue française. C'est surtout pour remédier au manque de termes abstraits qu'on a eu recours à l'emprunt aux langues mortes. Ce sont des mots tels que évolution, concours, éducation, sociale, énumération, exister, assimiler, académie, épigramme, hypothèse, sympathie, périphrase, anarchie, aristocratie. À côté des emprunts de vocables entiers, il faut mentionner un grand nombre d'emprunts d'éléments de mots et d'affixes. Action de ationem, ité de itatem, isme de ismus, ic de ica, anti. Pas mal de mots sont formés de thèmes de formation latin et grec. Manuscrit, vélocipède, aérodrome, photographie, microphone. Les mots et les éléments de mots empruntés au latin et au grec ancien, sont par tradition, c'est-à-dire appelés savants par opposition à ceux qui sont parvenus par la voie populaire. Maintenant, les emprunts aux langues orientales. De l'hébreu, le français tient surtout les termes bibliques, dont Alléluia, Amen, Gabal, Kérubin, Sabbat, Satan, Séraphin. Ces mots ont été transmis en français par le latin ecclésiastique. Des mots persanes, bazar, caravane, échec, taphta. Une des premières sources d'emprunt était l'arabe, langue d'une culture très ancienne et très haute. L'épanouissement des mathématiques et de l'astronomie arabe a fourni aux Français, par l'intermédiaire du latin classique, les termes tels que algèbre, chiffre, dont la première acception en arabe était zéro. Des mots arabes comme alcool, élixir, sirop, zéro, zénith, alambic, alchimie, orange, coton, satin, harem, émir, calife et beaucoup d'autres.